Bonjour, bienvenue sur ce live sur la sexualité joyeuse. Comme d'habitude, je vais laisser passer quelques instants pour que les gens puissent arriver et puis je vais vous demander de me dire si le son est bon, si vous m'entendez bien, si vous me voyez correctement, s'il n'y a pas de problème technique. Bonjour, bienvenue. Je vous laisse me dire si vous m'entendez correctement. Ok, alors je vais commencer tranquillement. Donc la raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce live aujourd'hui sur la sexualité, c'est parce que je suis invitée dans le cadre du festival Sisterhood, je suis invitée à proposer une libre antenne radiophonique pour les participants du festival qui donc, au bout de 2 jours de conférences, cercle de femmes, cercle mixte, cercle d'hommes, etc., auraient des questions à poser. Donc l'idée, c'est vraiment de vous donner quelques éléments de ce que j'imagine peut permettre d'avoir une sexualité moderne et joyeuse, et puis évidemment de répondre à vos questions. Donc j'ai déjà eu des questions qui m'ont été envoyées en avance. Je prendrai celle-là. Je vais commencer quand même par vous donner quelques points de référence, et puis après, vraiment, sentez-vous libre de me poser les questions qui vous semblent importantes, qui vous inspirent. Je veux bien avoir un petit retour, juste pour savoir si le son est bon. Si l'image est bonne aussi, que je me lance pas dans une conférence incroyable sans que le son soit pris. Ok, apparemment c'est tout bon. Donc dans les grands principes qui me semblaient intéressants d'évoquer avec vous sur cette question, la sexualité joyeuse, y a un élément qui me semble important et qui est vraiment présent dans, j'ai envie de dire, les domaines du développement personnel et de la spiritualité. C'est la notion de spiritualité sacrée. En fait, c'est une notion hyper intéressante et potentiellement c'est une exploration fantastique et divine. Le truc, c'est que j'ai parfois entendu cette idée-là être utilisée comme en fait, consciemment ou non, et ben une nouvelle injonction en fait. Euh, En gros, si je résume un petit peu les différentes injonctions qu'il peut y avoir sur la sexualité, il y a le judéo-chrétien qui dit le sexe c'est pas bien. En fait, éprouver du plaisir pour éprouver du plaisir, c'est pas une bonne idée. C'est à l'inverse. Évidemment, je caricature, hein, vous en doutez, hein, c'est à l'inverse des valeurs, etc. Et après, si vous voulez, la sexualité sacrée, elle dit que nos corps sont des temples, que nous gardons en nous l'empreinte de chaque personne avec laquelle ou lequel nous avons eu un rapport sexuel, et en fait il ne faut réserver la sexualité que à des explorations dans des relations d'ordre divin et parfait. Et en fait, moi je trouve que cette notion de sexualité sacrée, quand elle est utilisée de manière un petit peu artificielle ou superficielle, c'est hyper dangereux, et c'est une injonction selon moi hyper violente, parce qu'en fait, principalement sur la sexualité, on fait tous et toutes comme on peut, en vrai. Euh, c'est quand même un des sujets les plus tabous, avec la mort et l'argent. C'est certainement en Occident un des sujets qui mériterait à être évoqué, parlé, verbalisé, communiqué le plus. Et je vois mal comment on peut exiger de nous, là où on en est dans notre évolution, euh, d'être dans la capacité de viser une sexualité sacrée comme un objectif raisonnable. Donc moi, le premier truc que j'ai envie de vous dire, c'est si vous avez l'occasion d'avoir un lien avec une ou plusieurs personnes qui vous permet d'explorer la partie divine de la sexualité, c'est merveilleux. Si c'est pas le cas, c'est ok aussi en fait, hein. La sexualité, c'est un espace immense.
Et c'est un espace dans lequel il n'y a pas que le sexe, hein, on est bien d'accord. Mais c'est quand même un peu le sujet d'aujourd'hui. Donc le premier truc que j'ai envie de vous dire, c'est peu importe la nature des relations que vous allez avoir, pour moi, le seul truc qui est intéressant, c'est d'être un minimum au courant euh, de qu'est-ce que ça vous fait, de peut-être pourquoi vous le faites, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour prendre soin de vous en premier et prendre soin de l'autre ou des autres aussi, et c'est tout en fait, hein. Sinon, je vois pas trop l'intérêt, voilà, de se mettre la pression en fait. Euh, Se mettre la pression sur la sexualité sacrée, oui, je ne ferai l'amour qu'avec la personne qui sera alignée avec tous mes chakras. Pff, non, les gars, on va se détendre tout de suite. Euh, je sais pas. Enfin voilà, en tout cas, ça c'est un point de vue, hein, c'est très subjectif et très personnel, mais je voulais vous le donner parce que je crois que ça peut un petit peu marquer certaines personnes et empêcher en fait de se lâcher la grappe et d'être dans une exploration un petit peu libre. Euh, Merci pour le petit retour, Luna, qui me dit que la technique marche bien. Bienvenue à toutes et à tous qui me rejoignaient. Donc l'autre principe que je voulais évoquer sur la question de la sexualité qui me semblait important, c'est la communication. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est un des chemins qui permet le mieux d'explorer sereinement et dans la joie la sexualité. Quand je parle de communication, je parle en premier lieu de communication entre soi et soi-même, c'est-à-dire le fait de bien se connaître, le fait de s'être posé certaines questions et le fait d'avoir vraiment essayé un maximum de se dire mais finalement de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, en dehors de ce qu'on a pu me dire et de ce qu'on a pu m'apprendre. Chaque individu est héritier, héritière d'une somme de croyances et d'idées concernant tout, mais en l'occurrence concernant la sexualité. Et donc en fait, on se trimballe un petit peu avec nous les idées de la société dans laquelle on vit, de la famille dans laquelle on est né, dans laquelle on a été élevé, des gens qu'on a fréquentés, des livres qu'on a pu lire, des séries, des films, enfin voilà, vous avez compris. Le truc, c'est que toutes ces sources d'informations nous ont donné, si vous voulez, petit à petit, tout un tas d'éléments qui finalement fabriquent une image de ce que la sexualité est ou devrait être. Avec, si je prends les grands aspects un peu caricaturaux, mais certes encore très présents, la sexualité vécue du point de vue masculin avec cette notion de performance qui évidemment peut être complètement destructrice et absurde parce que pas vraiment nécessaire. Et il y a aussi du côté peut-être féminin la notion, la difficulté à être un être désirant, à l'exprimer et peut-être à poser certaines limites ou certains besoins. Voilà, je prends un petit peu les deux grandes catégories en forçant le trait. Mais c'est pour vous donner un exemple de ce dont on est héritier et héritière. Et moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est vraiment de prendre un temps pour vous dire, mais si je fais semblant, et c'est un exercice intellectuellement qui demande quand même d'effort, hein. Si je mets de côté ce que je crois savoir sur la sexualité, finalement, qu'est-ce que j'ai envie d'explorer? De quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Et ça demande aussi d'avoir pris suffisamment le temps de s'explorer soi-même sexuellement. Parce qu'en fait, il y a aussi un truc qui est quand même un peu fou, c'est que qu'on soit homme, femme, cis, trans, pour le coup, j'espère que vous l'aurez compris, vous le savez, mes propos là aujourd'hui ne concernent jamais une seule catégorie de personnes ou de relations, hein. Relations hétéro, homo, bi, enfin on s'en fout, hein, c'est pas du tout le sujet. Donc vous prenez bien ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui vous parle pas. Évidemment, moi je suis hétéronormée pour plein de raisons, en raison de ma vie et de la société dans laquelle je vis, mais soyez bien sûr que j'inclus absolument tout le monde dans cette notion de sexualité. Donc une erreur qui peut être commise en fait, c'est la même erreur qui est commise dans la vie hors sexualité, c'est de croire que l'autre doit être en capacité de deviner ce dont j'ai envie ou ce dont j'ai besoin. Alors c'est vrai que parfois ça sera le cas, et tant mieux et c'est merveilleux, mais en fait, surtout dans cet espace-là, c'est quand même une super mauvaise idée d'attendre passivement que l'autre se colle à l'image qu'on se fait de comment ça doit se passer. Donc l'idée, c'est quand même peut-être déjà de se poser la question soit de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, quelles sont mes, a priori, les choses qui m'attirent, celles qui m'attirent moins, mais qui peuvent me rendre curieux ou curieuse, celles qui sont pas du tout compatibles avec la manière dont j'ai envie de vivre ma sexualité. Et l'idée, c'est de ne pas hésiter à le communiquer à l'autre.
Et en fait, il y a des situations qui sont complètement incroyables où il peut y avoir pendant des années et des années de relations des malentendus où en fait les deux personnes se forcent à faire un truc, sachant que ni l'une ni l'autre n'apprécie vraiment, mais comme elles pensent les deux que ça fait partie de ce qui doit être fait, en fait elles le font. Et alors qu'elles aiment pas du tout ça. Et ça peut être aussi quelqu'un qui pendant des années se dit ah j'aimerais bien essayer ça et n'ose pas en parler à son ou sa partenaire et en fait l'autre se dit la même chose et dans ce cas-là on passe potentiellement à côté de belles occasions en fait d'exploration. Donc bien se connaître, être honnête, se regarder avec honnêteté et humour, c'est-à-dire une erreur qu'on fait aussi c'est de prendre la sexualité hyper au sérieux. Je trouve que le sérieux en général et particulièrement là-dedans ça enlève pas mal la possibilité de se marrer en fait et de découvrir des choses. Parce que pour découvrir des choses, il s'agit de pouvoir explorer. Pour explorer, il s'agit de pouvoir se sentir suffisamment à l'aise et en sécurité. Et si on prend la sexualité comme un truc sérieux, c'est-à-dire ayant un impact hyper important sur, je sais pas moi, l'image de soi, l'image qu'on projette envers l'autre, peu importe les raisons pour lesquelles on trouverait ça sérieux, alors il y a aussi certainement des personnes qui ont vécu des traumatismes et pour qui la sexualité a un espace pas du tout marrant, hein, et je critique évidemment pas ça. Mais ce que je dis, c'est plus on s'autorise à regarder ça avec un petit peu de recul et à se dire finalement, s'il y a des trucs qui marchent pas, c'est pas grave, mais c'est marrant d'essayer, je pense que ça donne aux personnes peut-être plus de liberté d'exploration. Je vais regarder un petit peu s'il y avait des questions déjà. Salut Adeline, salut Emmanuel, Claire, bonjour. Guillaume, Frédéric, Lydia, acquiesce, super. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, je les prendrai un petit peu au fur et à mesure et je vais pour le coup commencer à répondre à celles qu'on a pu me poser. Je réfléchis un instant, voir si j'ai d'autres trucs à vous dire en termes de grands principes. Alors, si vous voulez, en termes d'outils, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une feuille de quoi écrire et puis noter vraiment toutes les idées, toutes les croyances limitantes que vous pouvez avoir sur la sexualité, c'est-à-dire les croyances sur vous-même, les croyances sur la sexualité en général et les croyances sur le ou la partenaire ou les partenaires avec lesquels vous êtes. Donc ça peut être des trucs du type je dis n'importe quoi, je suis trop grosse pour être sexy, ce que j'aime c'est bizarre, je trouverai personne qui aimera les mêmes choses, je comprends pas les gens ou les gens me comprennent pas, la sexualité c'est compliqué, la sexualité c'est sale, ce qui est quand même pas mal le message socioculturel dans lequel on est encore maintenant. Voilà, tout ce genre d'idées là un peu nulles, vous pouvez vraiment prendre le temps d'explorer ce que vous avez un petit peu enregistrer, les écrire sur une feuille et évidemment vous me connaissez maintenant, vous brûlez ça et vous le faites autant de fois que nécessaire. L'idée étant vraiment de laisser de côté un maximum tout ce qui peut alourdir en fait la considération de la sexualité. La masturbation c'est pas normal, tous ces trucs là et vous cramez ça parce qu'en fait il n'y a pas de sexualité normale. La norme déjà c'est vraiment un truc qui m'emmerde, ça aussi vous le savez. J'en ai même fait une petite vidéo sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller regarder. Mais alors s'il y a un espace dans lequel ça ne marche pas, c'est la sexualité. Il n'y a pas de normes. Il y a des modèles qui nous sont imposés ou proposés. C'est tout. Donc dans ces modèles, vous allez avoir le choix et la liberté de prendre ce qui vous plaît et de laisser ce qui vous déplaît. Ensuite, là où il y a effectivement des choses qui peuvent être vraiment compliquées, c'est quand vous êtes en lien avec quelqu'un et qu'en fait vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous appréciez ou pas, et que c'est très difficile pour vous de dire à l'autre oui, non, peut-être, en tout cas d'être clair sur ces choses-là, là ça demandera peut-être un travail sur vous, si vous voulez, pour être dans la capacité à pouvoir exprimer ce genre de choses en vous laissant pas empêcher par la peur de décevoir, par la peur de perdre l'autre ou par la peur d'être rejeté. Il vaut mieux se rendre compte, je crois, parfois dans des relations qu'on n'est pas du tout sur la même modalité, quitte à ce que ça crée un espace de conversation et un espace de créativité où vous puissiez trouver des points communs suffisants pour pouvoir vous rejoindre en fait.
plutôt que de se contraindre pendant des heures, des semaines, des mois à faire des trucs qui vous plaisent pas. En fait, c'est un peu comme un auto-viol, quoi. Accepter ou faire des choses qui nous plaisent pas, que ce soit accepter ou faire le fait de euh, coucher avec quelqu'un ou ce qui se passe vraiment dans l'acte sexuel, c'est comme si quelque part c'est ça, on se viole soi-même, c'est-à-dire qu'il y a une incapacité, c'est pas une critique, hein, c'est un constat, c'est que moi je considère que pour pouvoir avancer sur un problème, le premier truc c'est le diagnostic, hein. Donc je suis pas en train de dire il faut pas ou c'est pas bien, je suis en train de dire qu'il y a des personnes qui peuvent peut-être faire le constat qu'elles sont pas dans la capacité en fait à dire ben non j'ai pas envie et à tenir en fait ça. Après le non j'ai pas envie dans un couple installé par exemple, ça peut être un excellent sujet pour se dire mais en fait j'ai pas envie mais pourquoi, qu'est-ce qui fait que j'ai pas envie, qu'est-ce qui me manquerait, est-ce que j'ai besoin d'un espace temporel différent, est-ce que j'ai besoin pas d'un truc à la va-vite mais de quelque chose je sais pas moi dans un autre espace, de changer de lieu, est-ce que j'ai besoin en dehors de la sexualité elle-même, parce que le sexe ne commence et ne finit pas avec le sexe, hein. Le sexe c'est la question de la libido, de l'érotisation et de l'énergie de vie qu'est l'expression sexuelle. Techniquement elle est tout le temps plus ou moins présente, pas sous sa forme sexuée, mais elle est présente puisque c'est l'énergie de vie. Donc après, quand les gens sont crevés, quand ils se sentent mal dans leur peau ou mal dans leur corps, quand ils sont en tension, quand il y a des jeux de pouvoir, quand il y a des difficultés de confiance en soi, c'est évidemment, ça rend compliqué le fait d'être bien dans ses pompes et donc de pouvoir avoir envie de faire l'amour, quoi, en fait, hein, tout simplement, avec quelqu'un. Ou tout seul, d'ailleurs. Alors, question parfaitement à propos. On me dit, plus de libido depuis longtemps. Beaucoup de pression de la part du mari qui ne comprend pas. C'est difficile alors qu'il y a de l'amour mais pas de sexe. Alors déjà, on pourrait se dire il y a les sentiments, la sexualité, et tout un nuancier entre les deux, où les deux peuvent se croiser ou pas. C'est-à-dire que il y a effectivement la possibilité d'éprouver un sentiment amoureux pour quelqu'un en n'ayant pas de désir. Il y a la possibilité d'éprouver du désir pour quelqu'un en n'ayant pas de sentiment amoureux. Et ensuite, il y a tous les intermédiaires qui peuvent varier selon le moment de la vie, le moment de la relation, le moment de la journée. Tout est possible. Après, c'est vrai que quand on est dans une situation comme là, la question qui m'est posée, donc d'une femme qui n'a pas effectivement d'envie de sexualité et se trouve face à un homme qui ne comprend pas, alors effectivement, il y a deux énergies qui se télescopent, c'est-à-dire que la sexualité, ça remplit plein de besoins, pas juste le besoin de sexe, ça peut remplir le besoin d'estime de soi, de se sentir aimé, de se sentir valorisé. Il y a des gens pour lesquels le sexe est presque l'unique manière de recevoir et d'exprimer de l'affection. Donc par exemple pour une personne comme ça, si cette personne est coupée de la sexualité, c'est pas juste une frustration sexuelle, ça peut aller plus loin en termes de difficultés. Moi je pense que si c'est quelque chose qui a été exprimé clairement de ta part et qu'il n'y a pas de compréhension en face et que tu as l'impression peut-être que c'est en train d'impacter la qualité de la relation et que tu veux que cette relation continue, moi je conseille directement l'accompagnement de couple, que ce soit coaching, thérapie, sexo. Euh, si on a essayé d'en parler et qu'on n'arrive pas à un niveau de compréhension suffisant pour avancer ensemble, je vois pas trop pourquoi on se ferait chier à continuer à galérer, hein. L'idée c'est d'appeler quelqu'un. Parce qu'en fait, c'est une complexité justement en raison des différences entre les individus. Euh, et seul, c'est pas forcément facile de savoir ce qui se joue, du pourquoi, du comment, de pourquoi j'ai envie, pourquoi j'ai pas envie, pourquoi c'est si important, pourquoi en fait je m'en fous. Oui, parce que là je parle de sexualité, mais on est bien d'accord qu'il y a des gens pour qui la sexualité n'est ni une envie ni un besoin. Et ça vient pas forcément d'un problème. Moi je considère vraiment que le nuancier de la diversité humaine est infini, et que donc ben, dans la quantité d'êtres humains qui existent, il y en a pour qui le cul, le sexe,
c'est pas leur truc, quoi, c'est pas un sujet. Alors peut-être qu'il y en a, c'est le cas parce qu'il y a eu un problème ou des traumatismes, mais je pense pas du tout que ce soit une règle, et voilà, donc c'est aussi des situations qui peuvent être compliquées, hein, si vous êtes en relation avec quelqu'un pour qui la sexualité n'est pas importante, voire même quelqu'un qui ne souhaite pas s'exprimer là-dedans, et que pour vous c'est important, effectivement, ça peut être compliqué. Donc l'idée pour moi, c'est d'envisager d'être accompagné à deux. Sur les accompagnements à deux, il y a un truc, moi, qui me semble hyper important. Alors, c'est encore une fois un point de vue très subjectif, donc vous prenez si ça vous parle. Moi, je considère qu'en accompagnement de couple, c'est très important d'avoir un espace de travail à deux, mais c'est hyper important aussi, avec le même accompagnant ou la même accompagnante, d'avoir des espaces individuels. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être dites en l'état, en séance de couple, qui auraient besoin d'être exprimées en individuel pour pouvoir être travaillées et transformées, et ensuite exprimées en séance de couple. Voilà, ça c'est mon avis à moi technique, mais bon, peu importe. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question-là. Alors, j'en avais d'autres, deux questions. Je ne sais pas dans quel sens je vais les prendre. Alors, j'ai déjà évoqué quelques-uns de ces éléments là sur le live que j'ai fait sur la page Instagram de Bliss You, dans le cadre de la présentation euh, du festival Sisterhood. Donc, dans les questions qui m'ont été posées, il y a la question de savoir s'il y a dans la sexualité féminine, en tout cas de personnes qui ont un corps féminin, y a-t-il réellement un orgasme vaginal et clitoridien? Alors, non et oui. C'est-à-dire qu'on sait maintenant depuis quelques années enfin, on a réappris que le clitoris est un organe qui n'est pas juste une petite partie extérieure de quelques millimètres, centimètres, mais on a réappris que le clitoris, d'un point de vue anatomique, est un organe qui est composé de 4 branches et d'un gland, et qu'en fait ça fait, selon les gens, je sais pas, entre 8 et 13 cm, un truc comme ça, peu importe, qu'il est donc situé bien évidemment à l'intérieur du corps féminin, et que les branches de cet organe entourent le vagin, et qu'en fait un orgasme qui soit déclenché par la stimulation externe, donc du gland du clitoris, ou qui soit déclenché par la stimulation interne, donc via une pénétration vaginale ou anale d'ailleurs, parce que c'est quand même très proche tout ça, donc il peut y avoir des frottements, et donc le clitoris, en fait, peu importe par quel côté on va le stimuler, c'est quand même cet organe-là qui, au niveau génital, provoque l'orgasme. Donc en fait, il y a des femmes pour lesquelles ça va être une stimulation externe, d'autres interne, d'autres les deux, vaginale, anale, ni l'un ni l'autre, peu importe en fait. Donc non, il n'y a pas un orgasme clitoridien, un orgasme vaginal comme Freud avait bien voulu nous l'expliquer, et non, l'orgasme clitoridien externe n'est pas un orgasme immature de petite fille. Hein. Il faut arrêter avec ces énormes conneries-là. Voilà, ça c'est juste pour remettre le truc. Donc après, ça c'est l'orgasme génital, c'est-à-dire que l'orgasme déclenché par la stimulation des organes génitaux. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir des orgasmes par plein d'autres manières, sachant que le corps entier étant recouvert de capteurs, voilà, tout est possible en fait, hein, en termes d'exploration, et puis même sans toucher quoi que ce soit, puisque quand on rêve, il y a des personnes, femmes et hommes, qui peuvent tout à fait avoir des orgasmes en rêvant, et donc en n'étant pas du tout stimulés de quelque manière que ce soit. En tout cas pas physiquement. Donc c'était juste pour replacer, voilà, en tout cas répondre à cette question-là sur le vaginal et clitoridien. Moi, c'est des mots de vocabulaire que je vous conseille de dégager immédiatement. Vaginal, clitoridien, ah oui, et la notion de préliminaire aussi. Pareil, ça pour moi ça fait plus partie de mon vocabulaire. La seule chose à savoir, enfin en termes de préliminaire, c'est selon moi là où ça peut être intéressant, c'est à quel moment est-ce que quelqu'un, homme ou femme, peu importe, peut être pénétré. C'est-à-dire est-ce que la personne, que ce soit pénétration par le pénis ou par les doigts ou par des objets, des sextoys, peu importe. Hein. La question qui va se poser, c'est est-ce que la personne est prête à recevoir, et si c'est vous que ça concerne, est-ce que moi je suis prêt ou prête à recevoir. Parce que ça sert pas à grand chose pour le coup, selon moi, de commencer une pénétration si le corps n'est pas prêt. Enfin, après chacun son truc, hein, mais c'est souvent aussi une erreur qui peut être faite, c'est de vouloir aller trop vite, sachant qu'il me semble que le vagin, c'est genre 15-20 minutes pour être prêt à accueillir une pénétration. Le truc, c'est que
quel est le point de départ des 15-20 minutes. Je pense que ça dépend vraiment des situations et ça dépend voilà, à quel point il y a une excitation mentale hein, de la situation avant de passer à la pénétration. Et encore une fois, tous ces trucs-là, je pourrais vous filer un mode d'emploi, un bouquin entier, ça servira à rien parce qu'en fait la question c'est comment ça se passe dans l'expérientiel. Donc communiquer, parler aux gens. Vous avez le droit de dire ben non, c'est un peu tôt pour moi là pour être pénétré, voilà. Et personne va mourir en fait. Et il faut arrêter de considérer que les hommes sont des espèces d'animaux débiles, incapables de contrôler leur envie sexuelle. C'est complètement faux. Euh, je sais pas, enfin pour le coup, il me semble que tout être humain normalement constitué d'un point de vue mental, c'est-à-dire qui n'a pas de pathologie mentale, est en capacité d'entendre qu'on lui dise que là c'est pas le bon moment, que là c'est trop tôt, que là c'est trop tard. Après, il y a aussi un truc important, c'est qu'il y a des choses qui peuvent être difficiles à dire ou à entendre pendant la situation. Et en fait, dans ces cas-là, moi, c'est un truc que je conseille vraiment, c'est de vous autoriser à évoquer certains sujets en dehors du lit, si c'est dans le lit que vous faites l'amour. Euh, et de vous autoriser à avoir ces conversations-là à des moments, en fait, où tout va bien. Ce qui est pas simple parce qu'on se dit ah ça va bien donc j'ai pas envie de foutre une ambiance de merde. Ouais, sauf que en fait si tu veux avoir cette conversation là, tu peux pas l'avoir au moment où ça part en cacahuète, au moment où il y a des frictions et pas des frictions drôles mais des engueulades et au moment où personne n'est en capacité ni de s'exprimer sereinement ni d'entendre. Donc là-dessus autorisez-vous à avoir ces conversations là et ben comme deux adultes en fait. C'est-à-dire poser en faisant un petit peu que ça et en se disant voilà en fait moi j'ai remarqué que ça fait plusieurs fois que ça se passe comme ça. En fait pour moi c'est un peu compliqué, j'aurais besoin de. Voilà. Il y a un autre truc aussi, c'est qu'à partir du moment où vous avez une envie ou un besoin et que l'autre vous dit non, alors que le sujet vous le réabordiez éventuellement, pourquoi pas. Que vous en parliez vraiment posé, pourquoi pas. Mais il me semble que c'est pas en forçant que ça va arriver. Et là, on est vraiment sur la question du consentement, quoi. C'est-à-dire que, en fait, non, c'est non. Et si vous avez une pratique sexuelle que vous adorez et que votre partenaire, c'est pas son truc, vous n'avez pas à forcer les choses. Pour moi, ça, c'est pas ok. Et si vous avez quelque chose que votre partenaire demande et c'est pas votre truc, c'est à vous de tenir la barre en fait et de dire en fait non mais ça j'en ai pas envie et je me forcerai pas parce que c'est pas ok de se forcer. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout pour les femmes parce qu'on est quand même encore une fois dans une société qui nous on a hérité d'une notion de docilité et de passivité dans la sexualité. On hérite aussi de cette merveille qu'est le devoir conjugal, sachant que le viol entre époux si ma mémoire de cours de droit est bonne, il me semble que c'est genre fin des années 70, début des années 80. Ça veut dire qu'avant il n'y avait pas de viol entre époux. Ça veut dire qu'avant en fait monsieur avait tous les droits sur madame et l'inverse était vrai, mais je suis moins sûre que ça ait été un problème, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc l'idée c'est vraiment de vous autoriser à être en conscience en fait. Et si jamais il y a des choses que vous avez besoin de faire ou de dire et vous n'y arrivez pas, appelez quelqu'un, allez voir un ou une thérapeute. Le devoir conjugal, on est bien d'accord. À partir du moment où vous êtes en couple avec quelqu'un, ou même si c'est un plan cul en fait, on s'en fout, peu importe. À partir du moment où vous êtes en relation avec quelqu'un avec qui il y a des relations sexuelles, régulières ou pas, on s'en fout. Que vous soyez marié, que vous soyez en lien depuis une semaine, que vous ayez 3 enfants, que machin, le devoir conjugal n'existe pas. D'accord. Les devoirs qui existent d'un point de vue juridique, il me semble que c'est en gros de prendre soin de la personne avec qui on est, c'est-à-dire ben, tu la laisses pas dormir dehors, tu lui files à bouffer, si elle est malade tu t'en occupes. Alors encore une fois, ma mémoire de juriste me fait défaut parce que ça date quand même d'il y a longtemps. Mais allez regarder à la rigueur dans le code civil quels sont les devoirs conjugaux. Il n'y a pas marqué obligation de faire l'amour quand l'autre en a envie, hein. Ça n'existe pas. Après, encore une fois, ça peut créer des tensions. Si ça crée des tensions, on en parle. Et si ça suffit pas, on appelle quelqu'un. Hein. Enfin, je veux dire, quand vous avez mal aux dents, vous allez chez le dentiste, bah, c'est un peu pareil, quoi. Alors, d'autres questions qu'on m'avait posées. Combien d'orgasmes une femme peut avoir lors d'un rapport sexuel? Eh bien, de 0 à l'infini, en fait.
Ça dépend à partir de quand on détermine le début et la fin d'un rapport sexuel. Mais en fait, voilà, il y a des femmes qui n'ont pas accès à leur capacité à avoir un orgasme. Et il y a des femmes qui peuvent tout à fait avoir plusieurs orgasmes d'affilée sans que ça s'arrête vraiment. Tout est possible. Donc encore une fois, l'idée c'est d'éventuellement en discuter avec votre partenaire pour savoir un peu où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'elle en est. Et en fait, cette question-là, elle est liée pour la personne qui pose cette question, c'est lié à la question pour le coup, là, on est plutôt sur des rapports hétéros. La question, c'est de savoir, donc si une femme peut avoir plusieurs orgasmes, est-ce qu'elle ne serait pas limitée, finalement, à la capacité de l'homme à maintenir une érection? En gros, on est bien d'accord que si jamais on considère que la sexualité est limitée à la pénétration, qu'une fois que monsieur a éjaculé, en fait, ça s'arrête, ben c'est quand même hyper limitant, en vrai. Donc l'idée, c'est de laisser entrer dans son champ de vision qu'il n'y a pas de préliminaire, il y a des choses qui nous plaisent, il y a des choses qui nous donnent du plaisir, il y a des choses qui donnent des orgasmes. Et en fait, on peut tout à fait concevoir qu'une relation sexuelle soit complète sans pénétration, quelle qu'elle soit. C'est pas une obligation, il y a des tonnes de choses à faire. Vous pouvez même d'ailleurs, si ça vous dit, si ça vous chante, vous dire tiens, la prochaine fois, est-ce qu'on n'aurait pas envie d'explorer les choses, c'est-à-dire on a le droit entre guillemets de tout faire sauf la pénétration. Pour voir un petit peu ce qui vous vient à l'esprit, ce que vous avez envie de faire. Genre, tout est possible, il y a des choses merveilleuses. Si vous n'avez pas d'idées, regardez sur Internet. Internet fourmille de suggestions de tous les styles. Donc l'idée, effectivement, pour les femmes qui seraient multi-orgasmiques, si ça se limite à la capacité du partenaire à maintenir une érection, déjà, ça met quand même une énorme pression. Et puis c'est pas très marrant. Donc l'idée c'est de pas croire que un rapport sexuel se termine parce que l'homme a éjaculé en fait. Je vois pas le rapport. C'est-à-dire que après, si vous voulez, encore une fois, c'est une question de communication. Si on sait que ça va terminer le rapport pour l'une des personnes, ben dans ce cas-là, on va organiser entre guillemets les choses pour que ça se passe le plus tard possible. Ok ? Ou alors que ça se passe au début et qu'il y ait eu un temps de récupération. En tout cas, effectivement, si on se limite à ces trucs-là, ben, ça donne une sexualité dans laquelle il n'y a pas vraiment de quoi explorer, en fait, tout simplement. Alors, on ne sont pas résignés à ne pas avoir d'orgasme à chaque fois. Je pense qu'on nous a tellement dit, les femmes, que notre plaisir n'était pas important, que notre plaisir était compliqué. En fait, non, hein, ça dépend des gens, mais en fait, si vous discutez, a priori, déjà, ça va être plus simple. On nous a tellement dit qu'en fait on n'avait pas à éprouver du plaisir que je pense qu'un certain nombre d'entre nous on s'est effectivement résigné, c'est le mot juste, à dire bon c'est pas grave en fait. Et oui, bien sûr c'est pas grave, il n'y a pas de catastrophe nucléaire à pas avoir d'orgasme. On peut très bien être un peu fatigué, pas être super motivé, on peut très bien être ravi avec ce qui vient de se passer sans avoir besoin de jouir, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre ce qui va pas du tout, c'est le fait de laisser de côté le plaisir de l'autre sous prétexte que c'est un peu compliqué ou sous prétexte que le mien de plaisir il est fini. Ça c'est pas possible. Et là je pense qu'on est vraiment dans la question de la pédagogie, de l'éducation de nos fils et de nos filles, dans le fait d'avoir de la pornographie qui soit intelligente à disposition et pas que du porno. Il y a des trucs, moi ça m'arrive de lire des trucs écrits par des gens qui ont une vingtaine d'années. Alors c'est marrant parce que je trouve que la jeune génération à la fois est 1000 fois plus avancée que nous sur certains aspects et parfois sur d'autres je vois des trucs complètement dingues. C'est-à-dire il y a quand même des gens qui sont convaincus que pour faire jouir une femme, et ça je l'ai lu et je l'ai entendu dans des discussions, il suffit de la pénétrer beaucoup, très fort. Beaucoup, beaucoup. Comme un marteau-piqueur, beaucoup. Comme dans les films porno à la con. Alors, il y a des femmes pour lesquelles ça va marcher. Mais il ne me semble pas que ce soit la majorité, déjà.
Et si c'est pas ça qui te convient, ça va être extrêmement désagréable. Et en fait, ce qui me choque, c'est pas le fait d'aimer ça, c'est le fait de croire que c'est la seule manière, en fait. Pour moi, c'est la quatrième dimension. Et encore une fois, ça vient vraiment du fait d'avoir l'impression qu'il y a un modèle établi. Euh, un modèle où, en fait, on commence par s'embrasser, on se caresse, après il y a un peu de sexe oral, un peu il y a de la pénétration, il y a une ou deux ou trois positions. Euh, c'est quoi ce scénario? Quel est le gars ou la gonzesse qui a décidé que c'était ça qu'on allait faire? Quelle horreur, mon Dieu, enfin, quelle horreur. L'horreur étant pas ce scénario-là, qui peut être merveilleux, c'est pas le sujet, mais c'est de croire qu'il y en a qu'un, en fait, au secours. Cessez de croire qu'il n'y a qu'un scénario. Les scénarios. Euh, euh, il y a autant de scénarios que de gens, en fait. Il y a autant de scénarios que de rapports sexuels. Donc laissez-vous libre, voilà, d'explorer tout ça et d'aller voir un petit peu ce qui vous botte, ce qui vous botte pas. Alors. C'est exactement ça, une relation sexuelle est limitée à la pénétration et prend fin au moment de l'éjaculation. C'est le schéma dans lequel on est emprisonné et qu'il est temps de sortir, non mais carrément. Donc encore une fois, ce schéma, en gros, il laisse les gonzesses sur le carreau, dans une sexualité hétéro, et ça met une pression au gars. Et après on s'étonne qu'il y ait des difficultés d'érection, etc. Non mais avec une pression pareille, genre en gros, évidemment, il y a des galères, enfin je veux dire c'est pas possible. Donc là-dessus, alors sur la question de l'éjaculation masculine, euh, dans la perception qu'on en a en Occident, l'orgasme masculin et l'éjaculation sont la même chose. Alors qu'en fait, si on se penche sur d'autres cultures, là je pense à l'Ayurveda et au tantrisme, je vais pas vous faire des tartines là-dessus, hein, parce que déjà c'est pas mon expertise et puis je préfère que vous alliez faire des recherches de votre côté. Mais en fait, il est possible pour un homme d'apprendre avec des exercices bien précis, hein. Il y a des bouquins là-dessus, je verrai si je vous retrouve les références, je dois avoir ça quelque part. Il est possible pour un homme d'apprendre à dissocier orgasme et éjaculation. Ça veut dire qu'il est possible pour un homme de jouir sans éjaculer, donc sans débander. Je vous laisse réfléchir 2 secondes à la pression que ça enlève des deux côtés en fait. Parce que ça veut dire qu'en fait c'est pas fini quand c'est physiologiquement fini, c'est fini quand on a fini de prendre du plaisir en fait, quand on a suffisamment apprécié ce qui se passe. Ça peut être 10 minutes, ça peut être 3 heures, ça peut être 4 jours, moi j'en sais rien, chacun son truc quoi. Donc ça c'est un élément qui peut peut-être être intéressant pour les gens qui ont envie, pour les hommes qui auraient envie d'explorer ces aspects-là et pour les personnes qui auraient des partenaires et qui seraient peut-être un petit peu gênées par cette question de l'éjaculation. Parce qu'effectivement, si le rapport il est terminé, vous voyez tout ce que ça met en fait comme difficulté quoi. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Ah oui, on m'avait posé une question. Alors, pareil, je suis pas exactement experte, mais je m'étais quand même pas mal renseignée sur le sujet. On me dit, une amie s'est découverte femme fontaine avec son nouveau partenaire. Est-ce physiologique ou est-ce que cela dépend du rapport sexuel? Alors, n'hésitez pas à intervenir hein, si vous avez des connaissances là-dessus. Je suis pas le maître des clés. Hein. Il me semble que la capacité éjaculatoire d'une femme. Alors déjà, l'éjaculat féminin, c'est pas de la cyprine, c'est pas de l'urine, c'est autre chose. Ce sont d'autres glandes là dont le nom m'échappe complètement. Donc il me semble, corrigez-moi hein, si je me trompe, mais que tout corps féminin possède intrinsèquement cette capacité éjaculatoire et il me semble qu'elle n'est pas forcément liée à un orgasme. Ça peut, mais c'est pas obligé. Il y a des cultures dans lesquelles on apprend aux femmes et aux hommes à cultiver cette capacité. Nous, non. En tout cas, pas que je sache. Donc je pense qu'il est tout à fait possible pour toute femme de découvrir ça. Ça peut certainement arriver à l'occasion d'un rapport sexuel avec une personne en particulier ou d'un rapport en particulier, alors que ça n'est jamais arrivé avant. C'est-à-dire que ça peut être multifactoriel, ça peut être la situation qui est particulièrement excitante, ça peut être certainement les gestes de la personne, ça peut être aussi des histoires de compatibilité anatomique, des histoires d'angle, de forme, de taille, j'en sais rien.
Voilà, tout est possible. Donc en fait, sur la capacité éjaculatoire féminine, si c'est un truc que vous avez envie d'explorer, que vous soyez homme ou femme, toujours pareil, parlez-en, parlez-vous, euh, pourquoi pas quoi. Alors je vais regarder. Les remarques. Pouvoir donner un orgasme à une femme après l'éjaculation permet de ne pas laisser le plaisir féminin sur le banc de touche, mais ouais, et d'enlever une pression sur la performance masculine. On est bien d'accord. On pourrait même se dire que ça pourrait être marrant que l'homme éjacule, entre guillemets, pas le plus vite possible, mais que ce soit le premier centre de l'attention de la relation, pour après passer dans une temporalité complètement différente sur le plaisir féminin, par exemple. Pression sur personne, hein. Tout va bien. Et moi, je considère que c'est pas cool de laisser les gens sur le banc de touche. Moi, c'est vrai que d'un point de vue. Enfin, j'ai cette idée, hein, dans ma représentation de la sexualité, j'ai une espèce d'idée ça fait très Nadine de Rothschild, quoi, de politesse. Alors, l'idée est pas de se forcer, encore une fois, à faire des trucs quand on n'a pas envie, etc. Mais c'est de prendre un minimum le plaisir de l'autre en considération. Et laisser quelqu'un sur la touche, que ce soit un homme ou une femme, je trouve ça pas classe. Sauf si c'est lui ou elle qui dit non, ouais, là moi j'arrête, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, on reprendra un autre coup, mais voilà, ça c'est un peu perso. Alors on me confirme qu'on est toute femme fontaine, il me semble, hein, il me semble que physiologiquement, toute femme peut éjaculer. D'ailleurs, c'est dans la culture et dans l'Antiquité, l'éjaculat féminin est considéré comme étant un nectar, certainement, je sais pas, enfin en tout cas un liquide extrêmement précieux qui garde en bonne santé, etc., etc. Je vous laisse aussi aller explorer ces trucs-là, hein, mais il y a des choses très intéressantes qui peuvent se dire là-dessus. Zut, j'avais pensé à un truc, ça m'est sorti de la tête, mais ça me reviendra. Ah oui, la question de la taille. Alors, le vagin fait en général, je crois, entre, je sais pas, 8 et 12-13 cm, un truc comme ça. C'est élastique. C'est élastique en largeur et c'est élastique en profondeur. Après, suivant les gens, c'est plus ou moins élastique. Il y a plein de capteurs nerveux partout. Et donc en fait, chaque femme est différente. Ok. Donc il y a des trucs qui vont marcher sur l'une, pas sur l'autre. Il y a des trucs qui vont marcher un jour, pas le lendemain. Donc en fait, sur la question de la taille, oui, il y a des femmes pour qui la taille de ce qui va les pénétrer va être important. Il y a des femmes qui prennent énormément de plaisir avec des sexes très imposants. Il y en a. Encore une fois, moi, j'ai pas l'impression que ce soit la majorité. Alors là, je vous parle, j'ai aucune statistique. Je vous parle vraiment par rapport à des conversations que j'ai pu avoir ou voilà, des trucs comme ça. Il y a une copine qui m'a dit il y a pas très longtemps, de toute façon, moi j'ai beaucoup plus de plaisir quand on me pénètre avec les doigts que quand c'est un pénis. Bon, ok. Donc en fait, sur la question des attributs, que ce soit la poitrine, bon en général quand on parle de taille, on parle des seins, on parle du pénis, on parle aussi de l'aspect de la vulve, de l'aspect des grandes lèvres, régulières, irrégulières, une plus grande que l'autre, etc. En fait, tout cela n'a strictement aucune importance puisque ça n'est pas mécaniquement lié à la manière dont on va pouvoir donner et recevoir du plaisir. Voilà. Si le ou la partenaire que vous avez aime euh, les choses de grande taille et que vous n'êtes pas doté d'un pénis de grande taille, il y a d'autres choses qui font de grande taille. Ok. Euh, tout est possible. Il y a des gens qui aiment les gros seins, des gens qui aiment les petits seins, des gens qui aiment pas les seins, des gens... Voilà, c'est encore une fois, je vais vous le répéter, mais ça me dérange pas du tout de faire ça en boucle parce que j'y crois vraiment. Parlez-vous. Ce que vous aimez, il y aura forcément tout plein de gens qui vont aimer aussi. Donc il s'agit juste ben voilà, de vous exprimer et de parler de tout ça, quoi. Alors, je crois que j'ai fait le tour des questions qu'on m'avait envoyées. Si vous en avez d'autres, allez-y, c'est maintenant. Parce que je crois que pour le coup, j'ai un petit peu tout dit. Je relis un petit peu. Ouais, je pense que vraiment une des erreurs, c'est de croire que l'autre peut lire dans votre esprit.
de croire que finalement on est tous sur le même modèle. Il n'y a rien à croire en fait. Il y a juste à... Ah oui, si, je vais peut-être finir là-dessus. On est bien d'accord que le clitoris est le seul organe humain qui n'a aucune autre fonction que celle du plaisir. Aucune. Sinon il sert à rien. Donc en fait, le sexe, évidemment, ça peut tout à fait être le moyen de faire des enfants, bien sûr. Et c'est merveilleux. Mais c'est quand même, il me semble qu'on est vraiment fabriqué pour éprouver du plaisir. D'où l'intérêt d'essayer de se libérer d'un certain nombre de carcans et de croyances et de se parler franchement et de se dire les choses dans le but de pouvoir explorer avec joie et de prendre son pied parce qu'en fait c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Et c'est vrai que sur la question de l'énergie sexuelle qui évidemment est liée à l'énergie de créativité, à la libido, à l'énergie de vie globale, euh, ça peut être compliqué pour certaines personnes de se sentir épanouies s'il n'y a pas une sexualité épanouie. C'est une réalité. Ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui c'est plus important que d'autres. Ça dépend des moments de la vie. Mais si pour vous c'est quelque chose d'important, mettez-vous au boulot. Mettez-vous au boulot. Appelez des gens, lisez des bouquins, regardez des conférences, parlez à vos potes dans la mesure du possible. Euh, Échanger, aller voir ce que font les chahuteuses par exemple, excellente association de sexualité joyeuse. Je n'ai pas trop suivi récemment ce qui se passe, mais je suis sûre qu'elle propose, que l'asso propose encore des trucs super. Il y a plein d'endroits où vous pouvez être libre de discuter de tout ça. Alors, par exemple, sur la question de l'exclusivité dans le couple. Bon, c'est des réflexions qu'on commence à avoir. On est encore un peu, je crois, c'est encore très tabou aussi ça, mine de rien. Le fait de considérer que le sentiment amoureux n'est pas un sentiment exclusif et qu'on peut à la fois être amoureux de quelqu'un et être en couple et être bien et avoir envie d'être en lien avec d'autres gens, que ce soit des liens sentimentaux, sexuels, l'un, l'autre, les deux. Finalement, qui a dit que quand on aimait une personne, on aimait qu'elle? À quel moment, en fait, ça a été édicté comme une règle, comme une réalité? Moi, j'ai pas... Il n'y a pas d'études là-dessus, c'est juste un modèle sociétal qui s'est imposé, entre autres pour des questions de patrimoine et d'argent et de savoir finalement qui était l'héritier de qui. Euh, mais en fait, encore une fois, tout est possible. Donc si vous vous rendez compte que le modèle monogame est un modèle qui vous convient pas, alors soyez honnête, hein, s'il vous convient pas parce que vous allez voir ailleurs à chaque fois que vous êtes plus bien dans votre couple, la question peut se poser d'aller vérifier si ça vient, si c'est votre manière en fait de partir d'un couple ou si c'est vraiment un fonctionnement intrinsèque. Mais en fait, il faut arrêter de croire que l'autre nous appartient en vrai et qu'on personne n'est un objet. Donc c'est aussi des questions qui peuvent être évoquées et il y a des équations, des manières de fonctionner qui peuvent être mises en place et qui peuvent permettre à chacun d'être libre, d'être épanoui, de se marier en étant vraiment dans le respect. Donc la notion d'exclusivité, de monogamie, c'est aussi un modèle qu'on nous donne. Moi, ce que je vous dis, c'est surtout pas qu'il soit bon ou mauvais, c'est j'ai envie de... Et c'est ce que je fais dans mes coachings individuels, vraiment. Moi, mon travail, c'est de donner aux gens la liberté, en fait. Après, ils font ce qu'ils veulent avec. Ils y vont pas, ils explorent, mais au moins, ils peuvent respirer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce qui est chiant, c'est quand on n'a pas la possibilité, finalement, d'aller regarder un petit peu... dans d'autres façons de vivre que celles qu'on a pu connues ou que celles qu'on a pu connaître pardon ou que celles qu'on nous a dans laquelle on a grandi. Alors effectivement ça peut être difficile de parler de sexe avec des amis mais dans ce cas-là si c'est trop compliqué avec des gens déjà je suis pas sûre que ce soit très compliqué de parler de sexe avec des amis. Ce qui est compliqué c'est peut-être de commencer la conversation, mais en fait comme toujours, ça, c'est un truc qui se fait. Enfin, rien n'empêche de tenter le coup et de dire en fait, on peut parler de cul un peu sérieusement, entre guillemets. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui seront très heureux de répondre à cette demande et d'autres qui seront peut-être mal à l'aise. De toute façon, quand on parle de sexe, l'idée c'est d'accepter qu'il peut y avoir des inconforts émotionnels, hein, que ça peut être un peu malaisant, que ça peut être un peu délicat, mais personne n'est jamais mort d'un léger inconfort
ou du fait que ça soit pas facile. Franchement, même moi, hein, là, quand je fais la maligne en vidéo, parce que c'est mon boulot à vous dire pénis, vagin, machin, mais mon confort, il est pas à 100%, en vrai, sans déconner, les gars. Ça reste quand même, ça reste des mots qui sont chargés. Euh, et quand j'en parle avec des amis, déjà, j'en parle pas avec beaucoup d'amis. Et puis, pareil, et je pense que si vous interrogez les personnes concernées, alors il y en a une qui regarde ce live, donc elle pourra peut-être vous répondre en direct, mais quand bien même on en parle, et on en parle de manière très honnête et très franche et parfois crue, il peut quand même y avoir un petit malaise à prononcer certains mots ou à dire certaines choses. Mais en fait, c'est pas grave, c'est juste un peu malaisant. Mais comparer ce petit malaise comparé au gain qu'on peut avoir de se sentir compris, entendu, de se dire ah tiens pour toi c'est comme ça, ah ben toi pour toi pas du tout. Moi je me souviens, j'ai déjà éprouvé à l'occasion de conversations comme ça avec des potes d'immense soulagement à me dire oh, putain je suis pas cinglée, je suis pas toute seule, euh, je suis pas folle quoi, je suis pas donc faites au mieux, faites au mieux en gardant en tête que parfois pour avoir ces conversations, que ce soit avec des potes ou avec vos partenaires ou quoi, eh ben oui, il s'agit d'accepter que ça va être un peu malaisant, que ça va être un peu inconfortable. Libre à vous de commencer à avoir ces conversations dans des lieux qui sont peut-être plus neutres, encore une fois. Regardez côté associatif, page Insta, groupe Facebook. Bientôt, il y aura à nouveau des ateliers, des conférences sur le sujet. Il y a quand même des ressources immenses sur Internet. Vous pouvez déjà discuter avec des gens bien tranquilles derrière votre clavier, derrière votre écran, en étant voilà, dans un cadre qui sera peut-être plus sécure en fonction de là où vous en êtes de votre capacité d'expression. Voilà pour aujourd'hui. Je vérifie. Je crois que je vais vous laisser là-dessus. S'il n'y a pas de dernière question. Je crois que j'ai fait le tour. Écoutez, merci pour votre participation, pour votre attention. Pensez à liker ce live, pensez à le partager de manière la plus publique possible. C'est aussi ça l'idée, c'est de permettre à ce que ce sujet de la sexualité soit le moins tabou. Et donc allez-y, hein, balancez ça sur le net, balancez ça à vos potes, balancez ça. C'est le but pour moi, c'est que ça puisse être rassurant pour les gens. Je crois que ça l'est et que les gens se sentent libres voilà, de faire différemment, de penser différemment, de prendre soin d'eux et puis d'explorer voilà, cette sexualité, cet espace d'expression avec de la liberté et de la joie autant que faire se peut. Protégez-vous bien sûr, c'est important. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous retrouve bientôt pour un live. Bye!